Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je pars à la rencontre de Marc Dutoit. Marc Dutoit est à la tête d'HSE Conseil, une entreprise qui fournit des conseils, des recommandations pour assainir vos bâtiments. Alors ce qui est intéressant avec Marc Dutoit, c'est que je l'ai rencontré il y a plusieurs années lorsque je travaillais sur les chantiers et à l'époque, HSE Conseil, c'était 2 collaborateurs. Ils venaient d'acquérir cette entreprise et à l'heure où je vous parle, ils sont plus d'une trentaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années? Et ça m'a intéressé, donc je suis allé le rencontrer et vous découvrirez dans la suite de cette vidéo la vision qu'il a de la chance, les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur et comment il prend ses décisions. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Alors, salut Marc. Salut Julien. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver dans tes bureaux. Ça fait plusieurs mois qu'on s'était pas vu et puis merci beaucoup de prendre un peu de temps pour ces échanges vidéo, c'est cool. Avec plaisir. Marc, juste pour resituer, parce que les gens qui nous écoutent ne nous connaissent peut-être pas, on s'est connus lorsque je travaillais sur les chantiers, donc ça remonte à pas mal d'années. Toi, ouais. Tu avais racheté l'entreprise HSE, c'est ça? C'est ça, ouais. Et puis depuis nos chemins ont évolué, et puis je suis en train d'écrire un deuxième bouquin. Et donc l'idée, c'est de partir à la rencontre des gens que je considère comme passionnés et organisés. Et de cette manière, ça me donne des autres idées. Donc voilà. Donc HSE Conseil, tu es à la tête de HSE Conseil. Oui. Et qu'est-ce que vous faites chez HSE Conseil? Donc HSE Conseil, c'est une trentaine de personnes, des succursales sur l'arc lémanique, sur l'arc jurassien et en Valais. On fait beaucoup de diagnostics, conseils pour les polluants du bâtiment, principalement amiante. Okay. On fait tout ce qui est direction de travaux aussi pour les polluants du bâtiment. Et tout ce qui concerne aussi la protection incendie, donc protection incendie AEAI, concept feu. Okay. Ça fait aussi partie du domaine qu'on a développé ces dernières années et qui a pris assez d'ampleur. Et on fait aussi sécurité au travail, MSST, médecine, santé. Ouais. Sécurité pour les travailleurs dans les entreprises, sur les chantiers, okay. Tout ce qui concerne le domaine MSST. Et nous, quand on s'était rencontrés, tu avais vous étiez combien? Alors au début de HSE, on était quand j'ai repris, il y avait 2,6 personnes. Il y avait une personne à temps partiel, okay. Puis 2 emplois fixes. Et là, maintenant, aujourd'hui? Maintenant, on est une trentaine. Excellent. Ouais. Donc une grosse progression en assez peu de temps. Ça fera une dizaine d'années au mois de mai. Ouais. Excellent, cool. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à te retrouver là en tant que chef d'entreprise à la tête de HSE Conseil? C'était une longue suite. Ça a commencé par un apprentissage de plombier. Ok, ouais. Excellent. J'ai fait le métier de ferblantier, installateur sanitaire, un apprentissage en 4 ans. J'aimais pas les salopettes, je trouvais que ça dégradant. Okay. J'aimais pas être en salopette, par contre j'étais bon. Puis j'ai fait 2 métiers, 2 fois la mention. Ouais. Donc tu as fait sanitaire, installateur sanitaire et ferblantier. À l'époque on pouvait le faire en combiné en fait, sur 4 ans. Okay. On faisait un peu plus d'école. Tu as fait 2 métiers en 4 ans? 2 métiers en 4 ans, ouais. Et puis je m'en sortais bien et du coup j'étais un bon ouvrier, donc je faisais du dépannage, des choses comme ça pour un patron. J'ai rapidement pris des responsabilités dans la première entreprise parce que j'ai toujours bossé comme si c'était pour moi. Et puis du coup il m'a confié vite des apprentis ou un peu de personnel, enfin la gestion de mes dossiers tout seul. Et puis après je me suis essayé un peu à la ferblanterie industrielle parce que j'étais ambitieux, puis je voulais sortir du chantier parce que toujours ces salopettes, ça me convenait pas. Et je suis devenu chef d'un département de ferblanterie industrielle, mais ça c'était 2-3 ans après mon apprentissage. Ouais. Et puis là, j'ai très vite compris, en fait, j'étais pas tombé sur quelqu'un de très correct qui m'avait engagé parce que c'était moins cher d'engager un ferblantier qu'un soudeur en fait, qui était très cher. Et j'ai assez vite compris que la vie en usine, c'était pas pour moi. Parce que quand tu as goûté au fait comme un dépanneur, je faisais plein de petits chantiers toute la journée, je rencontrais plein de monde et tout, puis tout à coup tu te retrouves tous les jours dans un atelier dégueulasse où ça sent l'huile, tout ça, c'était pas pour moi. Donc là, j'ai rappelé mon ancien patron, donc mon maître d'apprentissage. Je lui ai demandé si je pouvais revenir. Il m'a dit oui.
Je lui ai dit que je coûtais plus cher qu'avant, puisque j'avais J'avais de l'expérience. j'avais de l'expérience comme responsable. Il t'a dit, ok. Il m'a dit ok, j'y suis retourné. Et puis après ça, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'avais toujours pas envie de garder ces salopettes. Et puis je me suis dit bon on va faire quelque chose d'autre. Puis j'ai essayé l'école de police. J'ai fait les tests et puis j'ai raté le français. Et puis là, ça m'a fait un déclic. Je me dis, si tu rates l'entrée de l'école de police, qu'est-ce que tu vas faire, mon pauvre? Parce que j'ai beaucoup de respect pour la police, mais c'était quand même une entrée de base. Je me dis, si ça passe pas pour ça, il y a un problème. Et puis ça m'a mis une bonne claque qui était très bien, ce qui fait que je me suis inscrit au cours du soir pour la matu technique. Ok. Et puis j'ai fait les cours du soir pendant une année pour entrer en matu technique. J'ai fait les examens d'entrée. Et puis j'ai fait la maturité technique. Ça veut dire que j'ai quitté mon employeur pour le plombier, où je faisais le sanitaire. Une année à plein temps, j'ai fait la matu. Donc c'est une année de cours. Voilà, une année de cours. J'ai la chance que j'ai une femme que j'ai connue quand j'avais 16 ans, avec qui on est toujours ensemble maintenant d'ailleurs, et qui m'a entretenu. Qui m'a entretenu. Ouais. C'est elle qui m'a entretenu pendant cette année. Elle bossait, moi je ramenais plus rien à la maison. Avec l'aide un peu de mes parents aussi, mais c'est vraiment elle qui ramenait tout. Et puis pendant cette année-là, j'ai fait ça. Fin de l'année, elle était enceinte de notre premier enfant. Et puis moi, je suis parti à la fin de l'année, donc matu technique, école d'ingénieur, c'était un peu la suite logique. Dans ma famille, de père en fils, ils sont ingénieurs. Et puis j'ai fait une grosse semaine à l'école d'ingénieur avant de comprendre que c'était pas pour moi à Yverdon, donc génie énergétique, j'ai fait ça et puis j'ai tout de suite compris que ça allait pas, aussi parce que j'étais loin de ma femme qui était enceinte ou qu'elle venait juste d'accoucher, enfin c'était pas du tout le moment où il fallait être loin de la maison. Et du coup j'ai encore une fois rappelé mon patron d'apprentissage, j'ai dit je cherche du job, m'a dit viens, et puis j'y suis retourné. Je suis encore plus cher. Voilà. Maintenant t'es une femme avec un enfant. Je me rappelle plus si j'avais négocié. Après c'était surtout de pouvoir retrouver vite quelque chose. Puis j'étais bien avec lui, c'était quelqu'un de très bien. Du coup, j'y suis retourné et puis là j'ai rebossé un petit moment comme plombier parce que là j'avais une famille, il fallait faire entrer de l'argent, c'était ma responsabilité. Et puis j'avais quand même fait la matu, donc là j'ai commencé à faire des postulations technico-commerciales, tout ça. Puis en fait c'est dur, puis je pense qu'il y en a plein qui vivent ça, des gars qui sont sur les chantiers qui à un moment donné ont besoin d'une chance, on te dit attends, t'as une expérience technique, c'est génial, peut-être l'écriture, l'orthographe, ça c'est plus difficile. Bon moi j'avais fait la matu donc j'étais à niveau, mais avoir une première chance de job hors artisanat. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de postulations partout. Chaque fois, on me disait que ça allait pas. En plus, j'étais dans la région Jura-Bernois, c'est un peu bilingue avec Bienne, tout ça. Je parlais pas l'allemand, donc c'était pas bon. Et jusqu'au jour où j'étais en train de peindre un plaquage sur un toit. Et puis on m'appelle, j'avais postulé comme directeur d'une entreprise sur Neuchâtel pour faire directeur d'une entreprise de ferblanterie et sanitaire. Et puis, j'avais postulé là en me vendant bien comme responsable du département de ferblanterie. J'étais passé là, responsable un petit peu là où j'étais dans la boîte de sanitaire parce qu'à force d'y retourner, il me donnait toujours plus de responsabilités. Il me lâchait, c'est quelqu'un qui avait pas d'enfant, puis il m'avait dit écoute, j'ai pas d'enfant, peut-être qu'un jour tu reprends la boîte et tout ça. Mais moi, c'est pas ce que je voulais, peut-être ça aurait été difficile s'il y avait deux chefs dans l'entreprise. On n'avait pas tout à fait la même approche partout. Et du coup, là, je suis parti. J'ai postulé pour Neuchâtel, on a eu plusieurs entretiens et puis j'ai été pris. Un peu par dépit parce qu'ils n'avaient pas trouvé quelqu'un qui avait la maîtrise fédérale. Mais ils avaient quelqu'un qui était bon puisque j'avais des diplômes avec des mentions dans ces métiers-là, donc j'étais bon en pratique, un peu en théorie. Et puis une matu technique qui était quand même un bon bagage, qui était assez sport à obtenir quand tu fais l'apprentissage de sanitaire parce que ça devient ça va très loin en maths, tout ça. Donc là, j'avais bien bossé pour arriver à ça. Du coup, je suis parti bosser sur Neuchâtel. J'ai repris cette entreprise. C'était une entreprise qui avait des problèmes parce qu'il y a des gens de la famille dedans et puis qui n'étaient pas forcément rentables. J'avais été engagé pour ça. Non, j'étais engagé pour ça. Si, on m'avait dit il y a des choses qu'il faudra améliorer. Et puis, en fait, cette entreprise, j'avais une personne du conseil d'administration avec qui j'ai des contacts réguliers qui m'a bien guidé.
Après, il y a surtout le bon sens qui m'a guidé, mais lui, il m'a bien guidé aussi. Et puis, il m'a fait éviter, je pense, plein de conneries que j'aurais pu faire bêtement. Et puis, ça a été une excellente école de gestion. J'ai dirigé cette boîte pendant 5 ans. Et puis, après 5 ans, elle tournait bien. Elle avait retrouvé une réputation, ce qui n'était pas du tout le cas quand je suis arrivé, parce que c'était le SAV, ça occupait presque quelqu'un à plein temps. Et c'était plus le cas après. Donc, après quelques années, on a remis des compétences, on a retrouvé des bons profils, des gens que j'engageais qui étaient plus compétents que moi. Parce que cool. Des techniciens qui savaient faire des offres, tout ça, moi je ne savais pas faire des offres. Je faisais beaucoup de petites bricoles, mais là on faisait des offres, puis on faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires par année. Donc ça mettait d'autres compétences. J'ai appris à faire des offres, des choses comme ça assez vite aussi, mais grâce à ça, la boîte elle fonctionnait bien tout. Puis moi, c'était une chance super parce que déjà l'administrateur a été presque paternel dans la manière de me guider. Et puis surtout après, la connaissance en gestion d'entreprise était acquise. Bah ouais, en 5 ans. Voilà. Après, changement, donc la personne qui m'avait engagé, changement, une autre personne vient, contact un peu différent, un peu moins de plaisir aussi parce que j'avais fait un peu le tour et puis disons que ça passait moins. Et opportunité de racheter la partie d'HSE Conseil. Okay, ouais. HSE Conseil laboratoire, HSE Conseil bureau d'ingénieur, scission d'entreprise, je rachète le bureau d'ingénieur qui avait à l'époque 2,6 personnes. Et puis mon frère qui avait créé ça 2 ans avant garde le labo qui vendra quelques années après à SGS. Okay. Et puis du coup, c'est SGS qui a le labo. C'est SGS qui a racheté Laptox, ça fait 3-4 ans. Okay. Et puis maintenant, je suis parti avec ça. J'ai assez vite, donc j'avais fait un prêt en blanc à la banque, donc il y avait des contraintes assez financières. Il y avait des bons chiffres, donc, mais mélanger labo bureau d'ingénieur, donc on ne savait pas exactement le bureau d'ingénieur où ça se situait, mais la banque avait suivi. Et puis on est parti comme ça. Tout ce que j'ai gagné, je réinvestissais. Ce qui partait par la banque. Et puis j'ai créé d'abord un premier bureau. En fait, quand je l'ai acheté, on n'avait pas de locaux parce que du coup on devait partir de là où se trouvait l'HSE, puisque ça devenait Laptox. Et nous, on est parti, on allait à Bienne. Je trouvais un petit immeuble, petit appart, mais c'était vraiment un appart. C'était pas des bureaux, c'était moins cher un appart. C'était des loyers moins longs aussi, on n'était pas bloqués. Un petit appart, un seau chez Ikea, et puis on a équipé ça, on est parti, et puis assez vite, le bureau il s'est rempli. Donc toi, tu avais quitté ton précédent job, on est voilà, d'accord. Ouais. Tu faisais à fond. Exactement, j'étais à fond à Neuchâtel, et puis tout à coup, j'ai passé ça, et puis toujours demain, j'ai donné ma démission là-bas. Puis, je suis parti, j'ai expliqué pourquoi je partais, et puis je suis passé chez HSE, et puis là, on a développé d'abord le premier temps Bienne. J'ai décroché assez vite des marchés. Il y avait déjà des commandes qui étaient, 1-2 commandes qui étaient là. On avait déjà quelques clients. On a décroché des marchés, notamment les HUG à Genève où on était beaucoup. On y est toujours d'ailleurs depuis 10 ans. Beaucoup là-bas. Des périodes, j'ai eu 2-3 personnes qui étaient à l'année. Et puis les mandats aussi de l'État de Genève qui étaient en avance par rapport aux autres cantons. Puis du coup, ça nous a permis, ça a fait pas mal de chiffres les premières années, qui m'a permis après de développer et puis d'ouvrir un bureau sur la côte. Donc l'arc lémanique, c'est ça? Voilà, l'arc lémanique. Je ne voulais pas être sur Genève, je voulais être plutôt sur l'arc lémanique. Puis c'est pour ça que je ne suis pas allé à Genève, je suis resté un petit peu plus au centre de l'arc. Parce que c'est vrai que quand t'es à Genève... t'es à Genève, puis t'es à Genevois. Et puis c'est pas ce qu'on voulait. À Genève, il y a déjà beaucoup de bureaux aussi. Côté vaudois, il y avait moins. Et puis là, j'investissais beaucoup. C'était tendu parce qu'il fallait payer cher la banque, investir. Et du coup, à un moment donné, on a eu un grand coup de chance, c'est que j'avais préparé un bureau à Nyon avec la personne qui le dirige toujours d'ailleurs, avec Dominique. Et puis il a eu 2 personnes qui étaient formées sur Bienne qui sont arrivées 2-3 semaines plus tard, la loi Vaudaz qui passe. Ah ouais, cette loi qui oblige en fait les diagnostics. Et du coup, pour nous, je ne veux pas dire jackpot parce qu'on n'a pas, nos prix sont restés les mêmes. D'autres ont fait ça, ont monté les prix, on les a redescendus, sont coulés. Enfin, c'était pas. On a eu une ligne et puis en fait, on a vu qu'il y a eu une monstre augmentation des commandes. Plein de gens qui sont arrivés sur le marché.
ça redescend, le marché se stabilise, et puis ben, nous on avait une ligne tout le long, on a gardé la même, et puis des clients qui sont venus au début parce qu'il n'y avait rien d'autre, qui ont été testés ailleurs, qui sont revenus parce qu'il n'y avait pas forcément la même chose que chez nous ailleurs. Même qualité. Et puis on continue maintenant. Ce bureau-là, actuellement, il y a 15 personnes qui travaillent à plein temps. Donc voilà, ça c'était l'histoire un petit peu. On a continué aussi en parallèle, j'ai aussi ouvert un bureau en Valais, et puis à Neuchâtel. Et puis maintenant on est avec la structure que j'ai donnée au début. Excellent. C'est marrant, tu cites plusieurs fois la chance. Ouais. Tu penses que la chance a son mot à dire dans la réussite des gens, d'une manière générale ou... Aussi. Je pense. Ouais, je pense aussi. Moi, j'y crois pas mal en fait à cet aspect chance. J'en parle souvent, je dis le monde tourne, on tourne avec et des fois tu peux faire ce que tu veux et puis ça marche pas et des fois comme tu dis au bon moment, tout d'un coup tu as le canton de Vaud qui fait passer une loi qui donne beaucoup plus de visibilité à finalement aux problématiques d'amiante. Et c'est là que tout le monde a commencé à avoir peur et a commencé à s'en préoccuper. Exactement, puis tu n'avais pas ton permis de construire si tu ne le faisais pas. Donc là, forcément que c'était bloquant. Donc il n'y a rien de... Enfin, il n'y a rien de tel pour que le marché se crée rapidement. C'est clair, ils ont mis une contrainte. Mais je pense qu'il y a la chance. À mon avis, c'est une alternance. C'est chance-travail, chance-travail. Tu as une opportunité, déjà tu la vois, tu fonces. Et puis après, bah, tu bosses pour que ça fonctionne. Puis après, il y a d'autres fois où il y a de la chance. Puis après, je pense que peut-être la chance, c'est peut-être la même pour tout le monde. Après, il faut juste arriver à l'avoir ou C'est marrant, on en discutait avec un ami, il disait la chance, c'est la même pour tout le monde. Et en fait, si tu es devant la télé, si tu passes tes journées devant la télé, ta chance c'est d'avoir un deuxième épisode d'une de tes séries favorites. Si tu es en train de te bouger à créer une entreprise, avoir de la chance, avoir un investisseur, un client, un marché, un truc comme ça. Ouais, mais le niveau de chance, j'aime pas mal. J'aime bien, ouais. Comme ça, cette théorie nous invite à continuer quand même à faire quelque chose, à rester actif, quoi. Moi, je pense qu'il y a des opportunités. Après, c'est clair qu'il y a des rencontres, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est clair que devant la télé, on ne va pas faire ces rencontres. C'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Ouais. Et puis, justement, tu as pris plusieurs décisions. Est-ce que tu as un modèle? Parce que tu sais, tu as quand même pris des grosses décisions. Par exemple, de quitter directeur, tu as racheté une entreprise, c'est risqué. Est-ce que toi, tu suis un modèle pour prendre tes décisions? Comment tu fais pour prendre des décisions qui sont importantes? Je pense que ma manière de fonctionner, j'ai pas de modèle prédéfini. Par contre, ce que j'ai, c'est remise en question permanente. Et puis, je vais écouter je vais me faire mon avis. Et puis, ouais, je pense que c'est peut-être une ligne comme ça, aussi en écoutant ce qui se passe autour, en restant attentif à tout, en ayant quand même pas mal de caractère pour pas dévier, pas me faire influencer. Mais par contre, je vais jamais être sûr à 100% que je détiens la vérité ou quoi que ce soit. J'ai toujours les radars qui sont ouverts. Puis je pense que là, j'ai un caractère où je vais vraiment sentir sur les gens. Donc plutôt au feeling, quoi. Plutôt au feeling, ouais. Intéressant. Ouais. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis que tu as un caractère fort pour pas trop dévier, parce que c'est vrai que si on commence à être à l'écoute de toutes les recommandations qu'on nous fait au fil de l'année, au cours des journées, bah, finalement on doute, quoi. Ouais. On fait que de douter, parce que chacun a un avis différent, etc. Et je pense que, bon, peut-être c'est plus le cas maintenant, mais tu as des moments où tu doutais. Et comment tu as fait pour justement surmonter ces moments qui sont difficiles? Tu sais, tu m'as dit que tu as bougé sur Lausanne, à un moment c'était difficile. Ouais. Je pense que tu as quand même des moments où tu te dis, ok, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Ouais. Comment tu fais mais en fait, moi, j'ai toujours cru. Okay. J'ai jamais eu de doute, en fait. Je me suis toujours dit, il faut se donner les moyens de ce qu'on veut. Ouais. Et puis, si tu dois, on parle des moments difficiles, mais qui sont loin maintenant, mais c'était, tu as besoin de payer ta banque, tu te donnes les moyens de la payer. Et puis tu fais tu bosses, puis tu te fais, et puis je regarde toujours devant, en fait. Et je pense que ça, c'est aussi une force. Je vais pas, ouais, il n'y a pas de place pour le doute. Ouais. Il y a la remise, pour moi, le doute, c'est pas la même chose que la remise en question. La remise en question de se dire, est-ce que je suis vraiment toujours dans le bon cap, est-ce qu'il faut réorienter? C'est pas la même chose que si tu doutes, puis tu recules, quoi. Tu continues d'avancer, mais tu es toujours, t'as toujours l'air pour dire de quel côté je vais aller. La remise en question, c'est de dire, est-ce que je suis en train de prendre le bon chemin pour arriver vers le cap? Alors que le doute, ça pourrait être, est-ce que c'est le bon cap? Ouais.
Alors que toi, tu étais toujours sûr de Exactement. ton cap. Par contre, tu écoutes les autres pour... Ouais. Okay, intéressant. Et puis les caps, il peut y en avoir plusieurs. Ils peuvent revenir, ça, mais on va jamais douter sur la base, quoi. Le jour où j'ai dit ok, je reprends cette boîte, ben, j'y croyais. Et puis je savais que ça allait réussir. Et puis il n'y avait pas vraiment d'autre option en fait. Ouais. Brûler les bateaux. J'aime bien. Et justement, pour justement garder, pour éviter d'avoir, parce que je connais des entrepreneurs qui au bout d'un moment sont tellement pris dans ils veulent tellement que ça fonctionne qu'ils commencent à avoir des œillères, ils arrêtent d'écouter ce qui se fait à droite à gauche, donc ils prennent peut-être plus les bonnes décisions, etc. Toi, est-ce que tu as des activités en dehors de ton job qui t'ont permis justement des fois prendre de la distance? Je ne sais pas si tu as des passions, si tu as Alors, j'ai des choses qui t'ont aidé en fait. Les choses qui m'aident, il y en a une, c'est la famille principalement. Ok. Pour moi, c'est hyper important. J'ai 4 enfants. J'ai ma femme aussi plus longtemps. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important de tout, incontestablement. Et c'est aussi ça qui revient. C'est aussi la force. Quand tu rentres à la maison, tu as du plaisir avec eux. Il y a un climat, il y a quelque chose tout comme moi qui me booste. Et puis ça, je pense que c'est la plus grande passion que j'ai. D'ailleurs, il y a des périodes où j'ai eu d'autres activités en dehors, j'ai fait plein de choses, mais quand ça devient trop, il y a la famille, il y a le job, puis il y a le reste. Puis quand ça devient trop, j'arrête. Donc tu te ressens sur la famille. Je me ressens sur la famille, et puis de manière à ce que j'ai assez de place pour le job aussi, les autres choses elles se mettent de côté. Mais autrement, j'ai plein de passions, et puis j'aime aussi bien faire du sport, donc vélo et de la course, puis ça c'est bon aussi pour la tête. Donc ça permet aussi de bosser en courant, parce que tu mets les choses en place. Ces idées, il y avait je sais plus de qui ça vient. Je sais plus de qui ça vient, mais il disait les meilleures idées sont celles qu'on a en marchant en fait. Et je pense que ça peut, ce concept peut s'apprêter aussi pour le sport. Moi, c'est vrai que quand je fais du sport, disons qu'il y a eu des périodes dans ma vie, je me souviens, j'avais rencontré l'insomnie. Le seul truc que j'ai gardé, toi tu dis tu as la famille et le travail, moi c'était le sport et le travail. Tu vois, et c'est le seul truc sur lequel je me suis concentré qui m'a permis finalement, après tu retrouves le sommeil, etc. Et t'évites de foncer à fond dans d'avoir ces œillères. Quoi. Non, cool. C'est important. Excellent. T'as là, on va un petit peu plus partir sur l'organisation. Une journée parfaite, pour toi, elle ressemble à quoi? Si tu pouvais, parce que j'imagine que en tant qu'entrepreneur, tu as des imprévus, etc. Mais si tu pouvais dire, bon voilà, pour moi, une journée parfaite, c'est comme ça, à quoi elle ressemblerait? Une journée parfaite, je pense que c'est une journée où il y a pas beaucoup de bureaux. Et il n'y a pas beaucoup à l'inverse, la journée que j'aime pas, c'est la journée où je suis derrière mon ordinateur à répondre à des mails toute la journée, à traiter beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à traiter, souvent des petites choses qui sont vite réglées, mais il faut quand même les faire, c'est des tâches qui ne sont pas intéressantes. Pour moi, la journée parfaite, c'est une journée où j'ai des rendez-vous comme aujourd'hui, où je rencontre des gens sympas, et puis où je vois du monde, où on a des projets, qui soient projets de direction d'entreprise ou bien projets techniques, c'est égal, mais où on rencontre des gens, où on bouge, on ne reste pas statique. J'ai besoin de ça. Après, je pense que j'ai certainement un petit déficit d'attention, puis un petit côté hyperactif, et puis je pense que c'est un peu ça. Je m'ennuie très vite, et puis c'est pour ça que j'aime bien les journées qui bougent. Et puis à contrario, je peux le faire, les journées derrière l'ordi, j'en ai quelques-unes par semaine où je fais que ça. C'est aussi obligé, ça fait partie du job, quoi. C'est clair que ça fait partie du job. Tu peux pas avoir que des choses qui te plaisent. Il y avait une citation que j'aimais bien qui était le bonheur, c'est faire le moins de ce qu'on n'aime pas. Voilà. J'aime pas mal. Mais c'est ça le jeu maintenant. Avec l'entreprise qui a grandi, c'est aussi de se dire, parce que du coup, moi j'ai changé de métier en travaillant chez HSE, j'ai déjà changé de métier plein de fois. Parce que quand tu diriges un bureau de 2 personnes,
où il faut aller faire les offres, il faut chercher le travail, il faut remplir un planning, ou quand il y a plusieurs succursales, quand chacun leur directeur et tout ça, le job n'est plus du tout le même. Puis maintenant, c'est peut-être un peu ça. Maintenant, on a passé les 30 personnes, il y a un nouveau stade à passer, c'est-à-dire que mais à tous les niveaux, que ce soit informatique, que ce soit restructuration des personnes. Et maintenant, en fait, l'organigramme de l'entreprise va complètement rechanger dans la mesure où il y a des choses qui arrivent, typiquement tout ce qui est au marketing, ce qui est dans des structures que je faisais moi, à un moment donné, je ne peux plus faire parce que je ne peux pas être partout. Et puis, certains le feront bien mieux que moi. Ouais. Donc à un moment donné, il faut aussi dire, ok, j'arrête, je vais me retirer, et puis je vais essayer, alors dans l'idéal, garder un peu les choses qu'on aime, et puis les autres, on essaie de les déléguer, bien que il y a toujours une part des deux, quoi. C'est clair. Ouais. Tu as dit 2 fois s'entourer de personnes plus intelligentes que toi. C'est un de tes principes ou pas? Ouais. Ouais. Ça c'est clair. Je crois que c'est Biver qui disait ça, qui dit lui, Biver, ça vient de Biver. Ouais, je crois que c'est lui qui dit ça, qui dit son talent c'était de s'entourer des meilleurs. Et puis je pense que c'est exactement ce qu'il faut, quoi. Je pense que c'est le job d'un entrepreneur. Hein. Si on veut une entreprise qui fonctionne et qui a un niveau de qualité exigeant, ça passe par là. Et puis j'ai de la chance parce que j'en ai trouvé plein des gens encore meilleurs que moi. La chance revient souvent. Bien meilleurs que moi. La chance revient souvent. Ouais. Comment tu fais pour savoir sur quoi bosser? Un moment par exemple début de l'année. Tu sais, les gens d'habitude ils disent bon j'ai ça comme résolution, mais quand tu es entrepreneur, début de l'année, c'est en général là que tu te dis un peu, soit fin de l'année, soit début de l'année, tu te dis bon cette année j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien. On en parlait un petit peu avant. Cette année j'aimerais bien faire ci. Suivre cette stratégie. Ouais. Une fois que cette stratégie elle est communiquée, comment tu fais pour la suivre en fait? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est déjà les projets. Quand tu pars sur des projets, ils prennent toujours 10 fois le temps que tu aimerais, et puis tout ça. Donc ça, j'ai compris. Déjà, pour définir la stratégie, pour moi, c'est les radars. C'est-à-dire que j'ai tout le temps les radars ouverts. J'essaie d'être sensible au maximum de choses, aux personnes et tout ça, puis d'identifier les éventuels risques et autres. Et puis, en fonction de ça, je définis. Là, typiquement, on est passé sur des systèmes ERP. On va créer une application pour On a une application pour nos diagnostics, on en crée pour des petites étapes spécifiques pour nos laboratoires et pour certains contrôles de chantier. Pour moi, il y avait maintenant une grosse... j'ai senti que c'était le moment de passer vraiment au tout informatique, aussi sur les chantiers, tout ça, ça fait déjà 2-3 ans. Puis là, maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on fait nos propres applis pour que ça fonctionne. Donc là, c'était typiquement tout à coup de dire... On écoute, on voit ce qui se passe, on voit les tablettes, les trucs qui sortent maintenant, qui sont au top et tout ça. Donc on se dit, ok, ça, si on veut rester au top, si on veut rester un petit peu dans ce qui se fait de mieux dans le domaine, c'est passage obligé. Et puis, typiquement aussi, les outils de gestion, ça fait partie de l'évolution de l'entreprise. C'est-à-dire que le tableau Excel, il devient tellement grand que tu n'arrives plus rien à comprendre de ce qui se passe. Et puis, on passe sur un système ERP, et puis là, on peut de nouveau refaire un palier qui nous permet d'aller avec 30 personnes, peut-être 10 de plus, 15 de plus une fois. Donc c'est plutôt ces radars-là, puis le radar il doit tout le temps être activé parce que avec l'évolution, chaque fois que tu passes des caps de 3-4 personnes, il y a des choses qui doivent être mises. Il faut restructurer parce qu'il faut remettre les responsabilités, et puis les niveaux hiérarchiques partout, et puis il y a des besoins qui se créent avec l'augmentation. Donc c'est ça. Mais ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien parce que j'ai presque l'habitude de réadapter. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment être dans ta tête, tu sais, et de pouvoir voir, parce que les radars, tu vois, c'est énorme comme terme. Tu veux dire, pourquoi il va écouter cette information plutôt qu'une autre, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Mais on va pas creuser là-dedans parce que je pense que c'est des choses qui sont des fois de l'ordre de l'inconscient. Difficile à définir, on n'est pas vraiment... je me souviens avoir lu un bouquin ils expliquaient pourquoi les chefs d'intervention dans les pompiers, ils prenaient les bonnes décisions dans le feu de l'action, puis ils essayaient d'analyser ce qui se passait. Et c'était magnifique, mais les chefs en question n'étaient pas capables de l'expliquer. Pourquoi Parce que c'était super rapide. Donc voilà, toi tu t'organises sur le plan individuel, tu utilises quoi comme outil pour t'organiser?
Juste pour... parce que moi, j'étais très papier durant longtemps, maintenant je suis passé aussi au tout numérique. Oui, alors moi j'ai plus de papier, quasi plus du tout. Là j'en vois un Mac. Il y a un Mac. Il y a... Voilà, exactement, un MacBook. C'est tout. Le papier, de toute façon, il n'y en a plus beaucoup besoin parce que voilà, on a juste ce qui est au niveau de la compta. Mon organisation, c'est Outlook pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au niveau des rappels, tout ce qui a un lien dans le temps, c'est Outlook. C'est-à-dire que souvent, les tâches aussi, je les mets dans Outlook. J'essaie de réserver des plages. Je sais qu'il faudrait que l'agenda, il faudrait que pour que j'arrive à tourner, il faudrait que j'ai 20-30% de mon agenda qui soit plein. Le reste, ça doit être libre pour l'imprévu. Non, pas toujours. Pas toujours. Pour moi, tu le sais. Ouais, non, mais en général, j'y arrive. Là, il y a des périodes maintenant où c'est pas possible. Et puis, on sait. Alors, à ce moment-là, avec Outlook, tu peux glisser tes rendez-vous un peu plus tard. Enfin, les tâches pour moi. J'ai un petit code couleur que j'ai depuis très très longtemps. Intéressant. Et puis en fait avec ça je sais ce qui est important, ce qui est moins important. Et puis ce qui n'est pas vraiment urgent ou ce qui est petit, enfin, il y a quand même pas mal de possibilités avec ça. Et puis pour la partie organisationnelle, par contre là, il y a OneNote que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout. Tu vas me montrer avant. Et puis là alors vraiment pour moi c'est le brainstorming. Ça permet de faire quoi? De mettre toutes tes idées? Exactement, toutes les idées, de structurer. Alors, quand c'est des petites choses, il n'y a pas besoin de faire un immense tableau. Quand tu commences à avoir, comme j'ai eu actuellement 5-6 postes qui sont en création, avec des liens, avec plusieurs services, avec plusieurs succursales, et puis que tu veux arriver à ce que la chimie prenne, et puis que tu peux pas dire j'ouvre un poste de tel ou tel profil parce qu'on trouve de toute façon pas les profils, alors tu dis je trouve une personne qui conviendrait et je l'emboîte avec les autres. Et puis là, avec ça, ça m'a permis au niveau organisationnel, au niveau organigramme, au niveau de l'organisation des bureaux aussi, même des places dans les bureaux, dans les succursales, de savoir qui va où. Super outil. Quoi. Donc en gros, tu as OneNote pour tout ce qui est idées, information, structuration des idées, et puis pour tout ce qui est dans le temps. Tout ce qui est dans le temps, c'est Outlook. Avec le code couleur. C'est vrai qu'Outlook, j'avais bossé plusieurs années avec, c'est vrai que c'est puissant. Quoi. Puis je pense que c'est un bon réflexe le fait de mettre des tâches dans ton agenda. C'est un conseil que je donne souvent parce que beaucoup de personnes ont une to-do list et puis leur agenda, leur calendrier, mais en fait, quand ce n'est pas dans l'agenda, ça ne sera jamais fait. Quoi. Parce que tu vas jamais. Au début, j'avais ça, les notes. Et puis, les notes, tu les prends, tu les oublies, puis 3 mois après, tu regardes. La moitié, tu peux les effacer parce que de toute façon, c'est dépassé. Annuler. Tandis que le système de l'agenda, je pense que c'est le plus efficace. Parce que aussi, tu l'as. En tout cas, moi, il est en permanence ouvert pour pas louper les rendez-vous de la journée et tout. Donc, si tout à coup, il y a un créneau. Puis, ça permet aussi de bloquer des espaces où tout à coup, tu dis, ça, je dois le faire. Pas de rendez-vous à ce moment-là. Et quand tu là, tu es dans une période où tu as beaucoup, est-ce que tu arriverais à poursuivre des mois et des mois comme ça ou tu dois te ressourcer Moi, typiquement, quand je bosse trop après, il faut que je prenne un moment de en général, moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de l'entreprise, une augmentation du personnel. Ça veut dire que l'augmentation demande beaucoup d'énergie. Le fait que ça redevienne stable parce qu'on a mis en place l'infrastructure qui fonctionne, ça me permet de dire ok, là je peux de nouveau redescendre. Ça fait je pense 4-5 ans que je bossais plus le mercredi. Puis j'avais réussi à instaurer ça avec... Officiellement j'étais pas là, donc je n'avais pas de coup de fil, rien du tout. Après de temps en temps ça n'empêchait pas que j'allais régler une chose ou l'autre, prendre le temps de quelque chose que je n'ai pas fait. Mais maintenant, par exemple, c'est de nouveau un pic, donc il n'y a plus de mercredi congé. Mais par contre, l'objectif, c'est d'y revenir à un moment. Et puis de ne pas aller... Il y a eu des périodes où il y avait beaucoup, et puis après, il faut un petit moment pour récupérer, ça c'est clair. Mais il faut le sentir. C'est intéressant, parce que dans ma tête, ça fait clean. Quand on engage du monde, on a l'impression que c'est pour... Souvent, quand on engage du monde, on a l'impression que ça va nous alléger. En tant qu'entrepreneur, on se dit que ça... Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une période où on doit former ces personnes. Et que souvent, ça nécessite de faire autre chose. Pas de faire autre chose, mais de tirer un trait sur d'autres activités qu'on faisait. Et pour faire ça, il faut du temps.
Donc tout ça c'est chouette, en tout cas j'espère que ça va bien fonctionner cette année, mais bon vu que ça fait quand même quelques années que je te suis et que je vois ce que tu fais, je me fais pas trop de soucis. Toi si tu maintenant avec le recul de ta position de chef d'entreprise, est-ce que tu as un moment où un échec pour les autres ou un échec même pour toi, c'était un échec favori qui t'a permis d'apprendre quelque chose ou de te dire finalement après coup c'est la meilleure chose qui me soit arrivée? Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Non, j'ai pas de. J'ai la chance qu'il n'y a pas en business, j'ai pas eu de gros, j'ai pas de gros échecs. Peut-être l'école d'ingénieur, c'est peut-être la meilleure chose qui te soit arrivée. Mais Ça dure qu'une semaine. C'était une expérience. Ouais, moi, non, pour ça, c'était pas. Après, ça dépend comment tu vis les choses. Pour moi, c'était pas un échec. Ouais. Et puis, à la limite, c'était d'avoir comme l'examen. Je disais, j'ai raté l'examen d'entrée pour rentrer à l'école de police. Ah ouais, c'est juste. C'était quelque part. Alors oui, c'était un échec, mais le positif, c'est que peut-être aujourd'hui, si j'avais pas raté cet examen, j'aurais pas mon entreprise. Ouais. Parce que ça m'a donné l'impulse pour dire, ok, il faut bouger maintenant. Et puis, je pense que c'est ça aussi. Après, c'est une manière d'aborder les choses. Puis de rester, d'avoir la chance, d'avoir un caractère positif, nous de la chance, mais d'avoir un ça fait beaucoup de chance. Peut-être c'est ça, je suis chanceux en fait. Mais d'avoir un caractère positif, je pense que ça aide énormément. Et puis après, c'est aussi il y a le caractère positif et puis il y a aussi le contact avec les gens. Puis je pense que ça fait beaucoup. Si on rajoute encore le bon sens, je pense qu'on a tout, quoi. On commence à être pas mal. Ok. On arrive gentiment à la fin. Il y a une question que je pose à toutes les personnes que je rencontre. Et c'est marrant parce que souvent la réponse est similaire. Okay. Alors, pas formulée de la même manière, on verra si c'est le cas. Je fais pas mal de marches, et toi qui fais du sport, tu sais aussi ce que c'est. Quand on a un gros sac et qu'il faut le travailler, c'est lourd et on se fatigue pour rien, quoi. Et souvent dans le domaine du management ou de l'organisation ou du consulting, on va souvent commencer par essayer de rajouter des choses, alors que pour moi c'est intéressant aussi de prendre le contre-pied de ça et essayer d'enlever des choses. Et la question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu as enlevé de ton sac à dos pour avancer plus vite en tant qu'entrepreneur? Donc c'est métaphorique, mais ouais. Ça peut être un comportement, ça peut être une habitude, ça peut être une manière de voir le monde. Ouais. Moi, je pense que ce que j'aurais lâché, c'est de dire très vite, je peux rebondir en disant cette tâche-là, je sais la faire, je vois qu'il y a d'autres tâches que je pourrais faire, et je lâche ma place. Et puis je pense que c'est ça, peut-être de dire déléguer, arriver facilement à déléguer. Arriver facilement à déléguer. Créer le climat qui fait qu'on a confiance et puis déléguer. Ok, donc en fait, enlever de ton sac les tâches que d'autres personnes peuvent faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça, c'est la base, quoi, pour pouvoir développer quelque chose. Cool, génial. C'était la dernière question. Extra. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi, Julien. Je te souhaite beaucoup de succès pour les mois à venir. Je te remercie. Dans la prise des locaux à Neuchâtel. Ouais. Et puis, je te dis à très vite. À bientôt. Tout bon, merci.